Donc, après l'échelon, on va générer une sinusoïde. Donc, pour générer une sinusoïde, bien sûr, on doit déterminer le nombre d'échantillons. Dans ce cas, on a affecté la valeur 128 à la variable n. On a besoin de déterminer, enfin, d'affecter une valeur à la fréquence de la sinusoïde. Dans ce cas, on a une sinusoïde avec une fréquence égale à 1000 Hz. La fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois plus grande que la fréquence du signal. Vous allez voir ça dans TP3. Pour le moment, on a affecté la valeur 10 000. Et la période d'échantillonnage, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Donc, on va créer l'axe T des temps. Donc, on a utilisé la fonction arrange qui permet de créer un tableau des échantillons qui commence de 0 jusqu'à n-1 et elle va faire un pas de 1. Donc, ces deux arguments ne sont pas nécessaires parce que par défaut, la première valeur, c'est 0 et le pas est égal à 1. Donc, c'est très utile de mettre ces arguments dans le cas où on ne commence pas par 0 et on ne fait pas un pas de 1. Donc là, c'est pas le cas. Donc, on a multiplié fois TE. Pourquoi? Parce que si on fait directement arrange de n, on aura 0, 1, 2, 3, etc. Alors que non, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc, on veut créer un axe T qui va commencer à partir de 0, après TE, après 2 fois TE, 3 fois TE, etc. Donc, si par exemple je vais faire un print pour que vous puissiez voir le résultat, donc un print de T, j'exécute, là vous voyez, voilà le résultat. Donc c'est 0, 0. Donc TE c'est 0,301. Après 0,302 qui est 2 fois TE. Après 3 fois TE, 4 fois TE, etc. Donc jusqu'à dernier élément qui est 0,0127 qui est n-1. Donc c'est 127 fois T. Donc je vais éliminer cette instruction. Après, pour générer une sinusoïde, on utilise la fonction cosinus ou bien sinus. Donc, tout dépend de la phase que vous voulez. Donc, la fonction cosinus de NumPy, on lui donne, bien sûr, c'est comme argument 2 fois pi fois f0 fois t. Donc, et là, on a un signal X, une sinusoïde de 128 échantillons et de fréquence 1000 Hz. Après, on va tracer cette sinusoïde. Donc, pour tracer cette sinusoïde, on va la tracer en utilisant la fonction plot et la fonction stem. Donc, la fonction stem, comme j'ai expliqué, elle permet de faire un tracé en tige. Par contre, la fonction plot, elle permet de faire un tracé continu. Donc, on va tracer ces deux graphes. Soit on va les tracer dans des sous-graphes, donc séparément, soit on va, comme on verra par la suite, on va les tracer sur le même graphe, donc superposé. Commençons par des graphes séparés. Donc on utilise subplot pour diviser l'espace ou bien la figure en sous-figures. Donc dans ce cas, on doit préciser le nombre de figures selon l'horizontale et le nombre de figures selon la verticale. Donc, dans ce cas, je vais diviser l'horizontale par 2 et la verticale, je vais laisser à 1. Donc, c'est comme si j'ai 2 lignes et une seule colonne. Et dans la troisième position, je dois préciser où je veux mettre le graphe. Dans ce cas, je vais mettre ce graphe, le premier graphe, dans la première case ou dans le premier espace réservé dans les sous-plates. Donc après, on utilise la fonction plot, donc on lui donne le vecteur des abscisses, le vecteur des ordonnées. Là, j'ai précisé la couleur, donc c'est R, c'est-à-dire red, et j'ai ajouté un label. Donc dans ce cas, le label n'est pas utile, donc je vais l'ignorer pour le moment. Donc c'est pour l'étape suivante. Donc X label, Y label, c'est comme on a expliqué.
Legend, je vais l'expliquer un peu plus tard. La grille, donc comme on a déjà vu. Je vais faire la même chose que là, mais je vais juste changer le plot par le stem et je vais changer la couleur. Donc dans ce cas, je vais le tracer en bleu. Donc je vais mettre Legend en commentaire et je vais réexécuter. La fonction Tile Layout permet d'avoir un meilleur ajustement, donc pour éviter que les labels se chevauchent. Donc là, le résultat d'exécution, donc dans le premier, donc l'espace réservé au graphe a été divisé en deux, donc deux lignes, c'est-à-dire deux en horizontal et tout l'espace pour la verticale. Donc le vertical c'est égal à 1. Donc dans la première, le premier sous-plot, donc on a la sinusoïde tracée en continu et dans le deuxième en rouge et dans le deuxième on a la sinusoïde tracée en tige, donc par la fonction stem. Donc je reviens au code pour cette fois tracer les deux graphes sur la même figure. Donc dans ce cas, j'aurai pas besoin des subplots, donc je vais les mettre en commentaire. Donc je vais faire plot x label, y label et là, donc la grille, je vais laisser la grille. Donc, je vais mettre le deuxième subplot en commentaire. Donc, je vais laisser le stem. Donc, on n'a pas besoin, quand on fait un seul graphe, on n'a pas besoin de faire appel à X label et Y label deux fois. Et donc, je vais mettre en commentaire les doubles. La grille, la même chose. Donc, on a besoin d'une seule grille. Et là, je dois laisser une seule légende. Donc, quand je réexécute, j'aurai quoi comme résultat? Donc, j'aurai les deux graphes sur la même figure. Donc on voit en rouge c'est le continu et en bleu c'est le discontinu. Et là, pour pouvoir distinguer les deux, on a besoin des labels. Donc je vais ajouter label égal à comme argument dans la fonction plot et comme argument dans la fonction stem. Donc normalement, ce qui est en rouge, c'est un tracé continu et ce qui est en bleu, c'est un tracé discret. Donc quand je réexécute, là, je vois bien qu'il y a une légende qui est en plus, donc qui montre que ce qui est en rouge, c'est un tracé continu et ce qui est en bleu, c'est un tracé discret. Donc voilà, pour la sinusoïde. Le dernier signal, c'est le signal aléatoire, donc qui suit la loi gaussienne. Donc j'ai expliqué durant la séance que j'ai même tracé donc la PDF, donc la fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire gaussienne. Vous avez vu ça déjà en module, dans le module probabilité. Donc la gaussienne, elle est définie par deux paramètres qui sont la moyenne et la variance. Donc, on a défini la variance à 9, c'est-à-dire que l'écart type sigma est égal à 3, vu que c'est la racine de la variance. Et on a affecté la valeur 0 à la moyenne. Donc, on va créer une variable gaussienne centrée en 0, parce que la moyenne, c'est le centre de la gaussienne, et sigma, c'est la largeur de la gaussienne. Donc, on va créer 1000 échantillons. Et pour créer un signal aléatoire, c'est le signal B. Donc, c'est ça la formule. Donc, c'est la moyenne plus sigma fois random de n. Donc, random n, c'est une fonction qui permet de générer un signal aléatoire qui suit la loi gaussienne de n, donc du nombre d'échantillons qu'on veut. Donc, après, on trace donc le plot pour tracer ce signal et grid pour afficher juste la grille et title pour ajouter le titre, comme on l'a déjà vu. Donc le signal aléatoire, donc
la plupart des valeurs du signal sont compris entre moins 3 sigma et 3 sigma. Donc sigma égale à 3, 3 fois 3 ça fait 9, et donc la plupart des valeurs sont entre moins 9 et 9. Donc on arrive bien à voir que les valeurs sont vraiment, donc la plupart des valeurs sont entre moins 9 et 9. Il y a quelques valeurs qui dépassent, il y a une seule valeur ici qui dépasse 9. Donc pour le signal aléatoire, à chaque exécution, on obtient des valeurs différentes parce que c'est aléatoire. Donc si je réexécute cette cellule, là je vois que le signal est différent par rapport au signal précédent. Donc si je réexécute une autre fois, la même chose. Donc j'obtiens un signal différent. Donc c'est toujours différent parce que c'est de l'aléatoire.